Alors, la fragmentation, elle est même en amont des entrepôts de données, hein, puisque je vous rappelle que les données qu'on collecte sont issues de dossiers patients. Vous n'avez pas un dossier patient identique dans un hôpital en France, hein. Donc, c'est un vrai sujet. Le problème à la source, c'est qu'on a en fait un système d'information en santé qui est extrêmement fragmenté dès le départ, et même des pratiques qui sont différentes d'un établissement à l'autre, hein. Donc, le sujet de l'entrepôt, c'est de collecter des données qui sont brutes, hein, et de les mettre en qualité. Et c'est aujourd'hui l'enjeu collectif, c'est de rendre ces données qualitatives. Et comme vous l'avez souligné, ça suppose de travailler sur toute la chaîne de production de la donnée, depuis les cliniciens, hein. Par exemple, sur l'orthopédie, dans le Grand Ouest, hein, le réseau des orthopédistes s'est concerté pour faire un compte-rendu standardisé opératoire qui contient l'ensemble des informations clés pour la prise en charge des patients, mais qui a été conçu pour la réutilisation secondaire des données. C'est-à-dire qu'on trouve dans tous les comptes rendus les éléments clés qui pourront être réutilisés pour, par exemple, le suivi de prothèses, hein, de pose de prothèses en vie réelle. Donc ça, c'est un point important. Il faut bien comprendre que l'enjeu aujourd'hui va être la qualité, l'interopérabilité aussi, hein, et l'harmonisation. Ça, c'est tout à fait majeur. Alors, pour répondre à votre question, nous, ce qu'on propose, déjà, dans un premier temps, et ce qui serait parfaitement utile pour tout le monde, que ce soit pour les académiques ou les industriels, c'est d'avoir un catalogue national des données de santé. C'est-à-dire que on voit fleurir des entrepôts massifs, des entrepôts plus petits mais très qualitatifs comme les registres, hein, de décrire de manière très précise le contenu des données, leur qualité, leur profondeur, peut-être même de mettre à disposition des extraits de données, hein, pour que un industriel ou un académique puisse voir toucher du doigt ce que sont les données qui seraient mises à disposition. Et ça, je pense que ce serait un élément tout à fait important et qui permettrait aussi de qualifier les sources de données qui sont mises à disposition. Moi, je pense que l'avenir, c'est que les centres de données et les entrepôts de données devraient avoir une logique de labellisation, de certification, un peu comme des données de recherche clinique, hein, mais avec les spécificités des données de vie réelle. Donc ça, je pense que c'est une action qui est portée aussi, enfin c'est même pas que je pense, c'est que c'était porté par le consortium des CHU en France, hein, de promouvoir la notion d'un catalogue centralisé qui décrit les données qui sont sur le terrain. Alors justement, au niveau du HDA, j'imagine que c'est à peu près ce que vous souhaitez, ce catalogue harmonisé. Oui, bien sûr. En fait, l'idée, c'est de créer des outils qui soient les plus efficaces possibles pour construire des projets multicentriques de partage. Et donc, ça passe par des métadonnées, mais nous, dans notre conception, ça passe également par la construction d'une base de données qu'on appelle la base minimale et qui comprend des petits échantillons, on va dire, mais qui sont quand même utiles d'un point de vue recherche et qui viennent des différents entrepôts du réseau. Et en fait, ça repose sur une idée un peu pragmatique. C'est vrai que l'apprentissage fédéré a énormément progressé ces 5 dernières années. Il y a des papiers qui sortent aujourd'hui avec des très très grandes quantités de données entièrement en fédéré, même dans des domaines par exemple d'imagerie où on n'envisageait pas ça il y a encore quelques années. Mais tout de même, avec la complexité des systèmes de partenariat, par exemple au niveau national, et la multiplicité des acteurs, nous pensons tout de même au Health Data Hub qui a une vertu à avoir un modèle mixte entre une certaine centralisation et un très très fort fédéralisme également, et un modèle combiné. Mais tout ça, c'est l'objet de discussion actuelle. Et comme je vous disais... Vous ne voulez pas aspirer toutes les données, bien sûr que non. Mais vous voudriez quand même donner suffisamment à voir pour que des industriels ou d'autres acteurs puissent... Bien sûr. Et comme le disait M. Kudja, ça n'a aucun sens d'aspirer des données de vie réelle. C'est un système dynamique, un entrepôt de données de santé. Donc ça ne s'aspire pas comme ça. C'est un outil de travail au quotidien pour les soignants et quelque chose de dynamique. Jérôme Delaunay, puis après Olivier. Oui, pardon, vous avez demandé la parole juste avant. C'est un gros point, c'est la notion de la question de la qualité des données pour des acteurs du privé qui n'ont évidemment pas de visibilité pour pouvoir assesser cette qualité. On est bien conscient que les bases de données initiales,
représentent une masse gigantesque, n'ont pas été conçues pour un usage secondaire, pour être requêtées, c'est-à-dire pouvoir recapter une donnée et en faire un traitement secondaire, et encore moins pour être connectées entre elles. Et en plus, ces bases sont gigantesques. On prend DXKR, ne serait-ce que le DPI. Je sais plus, il y a 1200 tables, avec chaque table, il y a 100 attributs, des millions de lignes, donc c'est démentiel. Or, nous ne savons pas quel entrepôt, à la fin, a une qualité satisfaisante ou pas. On ne sait même pas comment on pourrait définir cette notion de satisfaisant. Et il y a cet éternel dilemme pour ces entrepôts de données de santé, puisque pour créer ces entrepôts, il y a un tamisage, un nettoyage des données brutes pour avoir quelque chose d'à peu près propre. Mais où est-ce qu'on met le curseur entre, d'un côté, avoir une base exhaustive, mais avec beaucoup de bruit, en termes de données, et de l'autre côté, une base propre, mais au risque de perdre la représentativité. Et je suis très heureux d'entendre qu'il y a ce travail des acteurs publics d'harmonisation, et si possible de création d'un référentiel de qualité, puisque là, pour les acteurs du privé, c'est extrêmement important, afin d'arriver un jour à comme pour la méthode expérimentale pour la recherche clinique, d'arriver un jour à une forme de référentiel méthodologique qui fait que pour nous, on sort du procès d'intention et on juge nos résultats d'études à leur méthodologie scientifique et à leurs résultats. Est-ce que vous comprenez que cette situation, cette difficulté s'explique aussi au fait que les différents acteurs et entrepôts de données de santé ont besoin de valoriser justement auprès de vous et que s'ils donnent trop à voir, ils peuvent perdre la main sur ce trésor qui peut être considéré comme un trésor de guerre, et ce qui est toute la difficulté aujourd'hui, puisque au-delà des 75 millions d'euros, il y a un vrai problème, vous l'aviez souligné tout à l'heure, de pérennisation du système. Donc est-ce que quelque part vous comprenez les raisons de la situation? On comprend totalement. Ce sujet de la valorisation est aussi d'ailleurs un sujet pour nous vis-à-vis de nos solutions. Donc nous avons tout intérêt à travailler avec les acteurs du public pour la valorisation de leurs entrepôts par rapport à nos projets d'études, puisque nous sommes motivés aussi par la valorisation de l'impact de nos solutions innovantes vis-à-vis des autorités. Donc, entre guillemets, c'est win-win. Maintenant, très clairement, c'est vrai qu'il y a cette grosse question. On est conscient aussi que c'est une mise en place actuellement. On est sur les fonds baptismaux, donc c'est compliqué. Il y a beaucoup de défis et de challenges, tant mieux, c'est qu'on construit. Et surtout, dans ces histoires de données de santé, le coût majeur, c'est maintenant. C'est la mise en place. Après, il y aura évidemment un coût au long cours, mais là, c'est maintenant qu'il y a une mise en place de hardware, de ressources scientifiques et techniques extrêmement complexes, faire les bons choix, d'un logigramme d'organisation, c'est très compliqué. C'est d'autant plus cher. Donc, effectivement, c'est compliqué. Donc, c'est compliqué. Olivier Gouillot-Bousquet, vous voulez... Oui, je voulais revenir sur cette discussion, parce que ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de continuer de faire, c'est pas de réunir des petits tableaux Excel que Marcel a fait à Lyon, qu'Olivier a fait à Paris, qu'un autre a fait chez lui, ainsi de suite. On est parti avec une vision mutualiste et en définissant un cahier des charges commun. Nous avons une plateforme, enfin je suis heureux et fier maintenant de le dire, qui permet de faire des registres dont la qualité est très importante, dont la qualité des datas est bonne. Alors après, il faut que chacun renseigne bien ses registres, mais ça c'est un sujet qu'on retrouve partout. Mais qualitativement, ils sont bons. Ces registres permettent de faire de la recherche secondaire. Si vous pouviez voir ce que fait Epitor maintenant avec des productions de tableaux de bord individuels, la création de nouveaux tableaux de bord, l'extraction de données, pour tout dire, ils ont eu, alors je ne cherche pas à vendre les données, mais la FSM a été impliquée. À partir du registre Epitor, il y a ça concerne le médicament, mais un grand industriel qui a sollicité de récupérer les datas de 120 000 patients opérés d'un cancer du poumon et en tel ou tel traitement. Le travail a été lourd, mais un succès à partir des données du registre. Il faut qu'on arrive à que tout ça intercommunique. Et j'entendais parler de compte-rendu opératoire. Le partenaire industriel, parce qu'il y en a avec qui on a travaillé et qu'on continue de travailler, a pu, à la demande de jeunes chirurgiens, notamment en chirurgie digestive, arriver à produire dans notre système un compte-rendu opératoire automatisé répondant à un cahier des charges défini par la spécialité. Les anapathes, qui ont un registre excellent, produisent des comptes rendus automatisés chez nous. On est en train de voir comment, c'est un travail énorme, mais j'y tiens, j'arrêterai quand ce sera
terminer. Comment arriver à basculer, à faire la POC, une preuve de concept de ce qu'on arrive à basculer des données médico-administratives des systèmes d'information hospitaliers, des établissements de santé, dans les registres pour qu'on n'ait pas une double saisie. Mais on va y arriver, c'est en cours. Et on en reparlera cet après-midi puisqu'on aura une table ronde justement sur les données en vie réelle. Merci beaucoup Olivier. Hubert, Joannet, tu voulais dire un mot? Oui, moi je veux dire un mot, c'est-à-dire qu'il y a un non-dit dans cette affaire. Ce qui n'est pas dit, c'est le prix du travail de la donnée. C'est-à-dire, en réalité, on dit toujours, les données, ça va se négocier, on va faire du business avec. Mais non, je veux dire, les données... Par contre, derrière tout ça, il y a du travail. Quand Marc Cuggia, il travaille dans son établissement, son entrepôt de données de santé avec toute une zone régionale, c'est du travail, c'est de l'expertise, c'est de la mise en place de protocoles, etc. C'est indispensable. Quand Jérôme Delaunay dit « moi je veux bien payer, mais je veux savoir ce que j'achète », il a raison. Je veux dire, il y a des données qui ne valent rien. Voilà, parce que c'est mal conçu. Voilà. Et donc, il faut qu'il y ait quelque chose, il y a une espèce de consensus sur le prix du travail de la donnée. Hein, mais c'est comme le dollar, hein, ça sera fluctuant, c'est-à-dire que... Parce que, bon... Et donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a en France le Health Data Hub. Donc, le Health Data Hub, il est en place pour réguler tout ça, organiser tout ça. Quand le Health Data Hub dit nous, on estime qu'il y a des bases de données qui sont absolument essentielles à la communauté et celles-ci, elles doivent monter et elles doivent être mises à disposition de tout, il faut l'écouter, ils ont l'expertise et donc ça permet de coordonner les choses. Et puis le troisième point, c'est que dans les CHU, il y a l'expertise, etc. C'est du travail, ça se paye, mais il y a aussi ce qui génère des données. Or, ce qui est assez particulier, par exemple, à la FSM, c'est que ce sont des registres de spécialité. Hein, c'est-à-dire que les collègues parlent aux collègues. Hein, et ils abordent les problèmes des collègues. Et donc, ce travail de génération de données, bien sûr des données de qualité, etc., d'algorithmes et tout ça, là aussi, ce travail doit être payé. Parce que c'est de là que partent les premiers sujets, c'est de là que partent les données primaires en vie réelle, etc. Bien sûr, tout ça doit être formaté, hein, mais il y a aussi cette place-là qui doit être considérée. Et donc tout le monde doit se mettre d'accord sur la valeur des choses. Et je pense que sur le fond, tout le monde est d'accord. Mais pour l'instant, on est dans une zone de non-droit. Et donc, du coup, chacun se précipite pour se positionner. Ça va dans le bon sens. Mais il y a un moment, il va falloir se mettre d'accord. Il va falloir harmoniser, trouver un point commun. Se parler, comme on dit. Oui, Jérôme. Justement, par rapport à ça, je vous donne un exemple. Disons qu'il y a deux groupements de centres qui disent « j'ai un entrepôt de données de santé, on peut travailler ensemble sur votre cohorte de patients en chirurgie thoracique, par exemple, oncologique, par exemple. Ou sur la prise en charge, le parcours patient, les réinterventions nécessaires, les complications post-séjour dû à un infarctus du myocarde ou une douleur thoracique. J'ai un centre qui me propose son entrepôt de données de santé qui a juste du PMSI, pour faire simple, ou avec aussi d'autres bases également, évidemment, d'autres bases, pas seulement le PMSI, avec le dossier patient informatisé, etc., le GLIMS pour la biologie, mais sans algorithme qui permet de voir précisément, de prendre en compte le fait que le PMSI n'est qu'une base médico-administrative et qu'on ne code pas forcément tout comme il faut, surtout quand les diagnostics associés ne sont pas valorisés. Et un autre entrepôt de données de santé qui, lui, présente un algorithme de détection dans les dossiers patients qui permet, par exemple, pour cette notion d'infarctus, c'est pas toujours marqué infarctus, hein, quand on a on a tous fait des gardes, enfin les médecins aux urgences, les pompiers arrivent et autres, dans le dossier patient, sur la feuille, c'est marqué DT, douleur thoracique, SCA, ANGOR, IDM, etc. Et que cet algorithme puisse capter ces différents mots-clés pour dire « Ah, là, c'est peut-être un patient qui est susceptible d'entrer dans la cohorte ». Donc on voit très vite sur un exemple extrêmement basique, hein, extrêmement superficiel, à quel point deux centres qui viennent vers nous, ayant le même claim d'entrepôt de données de santé, eh ben on voit que en fait, dans la qualité du travail de la donnée en amont, ben ça peut être extrêmement différent en termes de résultats. Et donc ça, ben nous, on a besoin d'un référentiel un peu pour le valoriser, à l'image de la recherche clinique, où là, ben avec des années et des années, des décennies d'expérience qu'on a,
les valorisations sont beaucoup plus claires. D'où l'intérêt d'une harmonisation et d'arriver à la mettre en place tous ensemble. Il reste quelques minutes et bien sûr, vous avez le droit à la parole. Est-ce que vous avez des questions pour les uns ou les autres, s'il vous plaît? On va pouvoir faire circuler un micro. Oui, on va vous donner la parole. Personne d'autre? Ah, au fond, deux dames. Alors, une première question et ensuite on vous passe la parole au fond. Je reviens un peu sur l'intervention d'Hubert. Finalement, on a l'impression que plutôt que d'avoir de l'interopérabilité, on a des murs et on a des clusters. Et on n'a pas, on voit bien, l'Académie de chirurgie, c'est les 13 spécialités de la chirurgie, des grandes spécialités. Et là, on apprend beaucoup de choses à l'Académie par justement le croisement. On abat les murs, on parle entre nous, on s'enrichit mutuellement. Et donc, le processus des data devrait être justement de favoriser cette interopérabilité et que finalement, peut-être, Roman, c'est peut-être le rôle dont devrait s'emparer complètement le HDH, c'est-à-dire d'être l'opérateur de l'interopérabilité. Je crois que c'est ce que vous auriez envie de faire dans un monde idéal. Mais et faire un peu ce qu'a dit Florence Dupré. C'est-à-dire, quand elle a montré que tous... Elle parlait des patients qui sont dans des cases. Et là, on Alors, parle une réponse rapide, spécialité. parce qu'on a deux questions derrière, donc un petit mot. Oui, juste en deux mots, ça fait partie de notre mission, c'est de favoriser la réutilisation des données. Mais la caractéristique de ce monde, c'est que c'est un monde à plusieurs étages. Donc ça commence auprès du patient dans les établissements. Donc il faut un mélange entre des soutiens à des initiatives fédérées et des règles communes de travail, quoi. Et c'est là où l'équilibre est difficile à trouver. Alors, une question au fond, oui. C'est une question en plus aussi, une remarque sur le modèle pour essayer de le rendre vertueux. Donc nous, on cite souvent notre exemple de notre base Epitor, puisque je suis chirurgien thoracique. Mais il faut savoir qu'en fait, pour l'opérateur, c'est extrêmement chronophage. Et qu'en fait, cette base Epitor, quand on en fait des publications ou quand on la sort pour de l'industrie, on expurge beaucoup de centres dont la qualité des données sont jugées insuffisantes. Et donc, il faudrait essayer de rendre vertueux ce travail que font les opérateurs. C'est-à-dire, nous, on aimerait, si maintenant on se rend compte que ces datas sont valables et intéressent, que en fait, ça permette de générer en retour pour ces centres du temps ARC qui assure que la saisie des données soit fiable, de qualité, etc. C'est indispensable parce qu'en fait, on est en train d'épuiser notre propre base Epitor avec de moins en moins de centres contributeurs et que quelques-uns qui restent un peu en train d'alimenter la base, mais finalement on crée un biais dans notre propre base de saisie. Et on n'est plus dans des données de vie réelle, on est dans des données de vie de centres volontaires. Alors, plusieurs réactions. Excellente question. C'est un sujet sur lequel on travaille depuis longtemps avec Marcel Dahan et avec d'autres. Epitor a été un de nos premiers registres. Il a migré chez nous. Epitor est un registre assez lourd pour la saisie des données. C'est chronophage. Quand, dans ma spécialité, on a mis au point un registre qui est centré sur 5 pathologies en vasculaire, mais qu'on l'a mis en place, on a vu que c'était trop chronophage. On l'a amélioré, on a enlevé des données, on en a rendu facultatives, on a maintenu des choses obligatoires. Les praticiens adhèrent maintenant à ça parce que ça a été allégé tout en donnant beaucoup de renseignements. Et pour l'exhaustivité, justement, c'est une culture qui se constitue. C'est difficile dans notre pays, je le dis franchement, c'est difficile d'acquérir cette culture. Et je pense que la certification qu'on met en place va contribuer à ça, puisque dans les 13 spécialités chirurgicales, dans le référentiel de certification, figure la participation au fil de l'eau au registre, avec des warnings. Oui, merci. Une réaction. Juste en deux mots, dans le monde de la valorisation, il y a le versant industriel qui est plus ou moins clair, mais il y a toute la partie académique qui est parfois moins comprise du grand public, et le fait que les gens qui publient aient une rétribution pour leur travail est aujourd'hui très insuffisant. On connaît tous le système des points SIGAPS qui fonctionne pas bien, quoi. Donc il faut trouver autre chose. Et là, il y a beaucoup de travail à faire pour qu'il y ait un retour pour des gens comme vous qui participent à la collecte des données pour faciliter leur travail. Oui, mais attendez, c'est pas fini, hein, il y a encore des réactions. Hein. Par rapport à ça, justement, on est très conscient que, effectivement, on sait qu'il y a des registres qui sont complexes à faire, à populer en termes de données. C'est pas qu'en chirurgie thoracique, il y a d'autres spécialités où on en a parlé d'ailleurs, on dit mais le registre ne marche pas puisque tout simplement il est trop compliqué pour les soignants sur le terrain à pouvoir remplir. Or, que ce soit pour les registres, que ce soit pour les entrepôts de données de santé, etc., s'il y a nécessité de financement par le secteur privé,
avec des temps d'arc ou avec du temps de scientifique d'entrepôt de données de santé. Encore faut-il aussi que le privé, lui, ait en perspective que les autorités vont valoriser l'impact positif prouvé, ce que disait Florence Dupré tout à l'heure, de nos solutions. Or, aujourd'hui, le gros souci, c'est que les silos, c'est pas que chez les soignants et les industriels, c'est aussi dans la rémunération de notre système de santé, où on se retrouve avec des autorités, où on joue au jeu du chat et de la souris, se refile la patate chaude, puisque on a une entité pour les produits, on a une autre entité, il n'y a aucune entité qui va valoriser, par exemple, l'effet vertueux d'une technologie médicale sur le parcours du patient en réduction des réhospitalisations, en réduction de consommation de soins et de médicaments. Et du coup, on se retrouve face à une impasse. Merci beaucoup. Alors, juste avant, Hubert, madame avait demandé la parole depuis le début, pardon, et après à vous. Ben écoutez, moi j'étais très contente d'entendre le mot registre. Alors je vais vous parler en tant que chirurgien et transplanteur. Les registres, c'est la base. On crée un registre, mais d'abord on fait un consensus. Le meilleur exemple a été le registre européen des transplantés, du foie par exemple. Tous les centres européens participent. Avant d'établir les critères de ces données, ça a été fait avec un consensus, une réunion, ensuite avec les collègues européens, et tout est rentré dedans. Donc ça base les données administratives, les données du donneur, les données du greffon, les données de l'intervention, tout est rempli, avec aussi les consultations. Il y a un secrétaire perpétuel de ces registres des données, il y a des séances d'audit, donc il y a des gens qui se déplacent dans les centres pour être sûrs que la base de données est alimentée correctement, il est rémunéré par tous les participants des centres, et en plus de ça, quand quelqu'un veut faire un travail de recherche académique pour une publication, on demande l'autorisation donc au secrétaire qui est d'accord, par exemple, pour donner tout le fichier des données. Donc, il y a la participation, mais il faut faire un cahier des charges d'abord, et il faut être d'accord qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. C'est pas un travail gratuit. Puisque tout le monde participe et tout le monde paye. Oui. Voilà. Merci pour cet exemple. Ça existe. Merci beaucoup pour cet exemple, ce cas qui prouve qu'on peut y arriver. Oui, une autre question ou remarque? Oui. Oui, c'est juste un commentaire. Évidemment, les données, c'est le préalable indispensable, mais il y a un niveau au-dessus qui me paraît aussi extrêmement important, c'est les algorithmes utilisés pour donner du sens aux données. Et là, la réalité d'aujourd'hui, je suis membre du CESRES, je vois les dossiers passer et je vois une hétérogénéité absolument invraisemblable avec des gens qui réinventent des roues déjà existées. Et c'est là, je crois, mais peut-être, Romain, tu peux dire un mot, c'est là aussi où on a vraiment besoin d'un organisme qui fasse le recensement de ces algorithmes et surtout de ces algorithmes validés. Beaucoup de ces algorithmes ne feront pas l'objet d'une validation, ne sont pas mis à jour. Je crois que c'est un enjeu absolument indispensable. Et peut-être, Romain, tu peux dire un mot justement sur ce sujet. Oui, merci Bertrand. Sur le sujet des algorithmes, c'est pas juste un programme informatique fixe qui est fait une fois. Il faut les adapter, les renouveler, notamment dans le domaine des données de vie réelle. Il y a parfois des liens assez complexes à faire entre des jeux de données pour repérer des patients. Par exemple, si on prend l'exemple du SNDS, on a des algorithmes assez compliqués à construire pour repérer tel type de patient en fonction de son profil d'hospitalisation, en fonction de sa consommation de médicaments. Donc au HDH, effectivement, on a plusieurs projets qui travaillent, qui essayent de fédérer ce monde des algorithmes. Notamment, on a un projet qui s'appelle BOAS, qui est un appel d'offres qui est renouvelé de construction d'algorithmes pour le minage, pour l'exploration du SNDS. Et donc, ces algorithmes sont sélectionnés, ils sont évalués et ils sont soutenus, leur pérennisation est soutenue et ils sont mis à disposition dans une base open source qui permet à tout le monde de les utiliser. Donc, c'est vrai que la construction des outils est un pan aussi important que la construction de bases de données solides. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette table ronde. Mais Marc, comme vous êtes à distance, on a moins tendance à vous voir vous exprimer. Est-ce que vous voulez avoir un petit mot de la fin ? Non, mais je pense que le mot de la conclusion, c'est sans doute qu'on doit tous travailler à l'amélioration de la qualité de nos données. Je pense que c'est ça qui permettra véritablement de les utiliser de manière fiable, scientifiquement solide et au bénéfice des patients. Donc, en tout cas, l'écosystème des entrepôts en France est à l'œuvre pour mettre à disposition des données de qualité. Merci infiniment, merci à tous pour votre participation à cette table ronde.
Merci. Merci.